Eh bien, bonsoir tout le monde. En l'absence de Madame la mairesse, Madame Marie Boivin, je vais présider la présente séance étant mairesse suppléante. Euh, Comme mot de la mairesse, un point peut-être particulier à souligner, c'est l'inauguration du segment D qui a eu lieu il y a quelques jours. Ce segment-là part du chemin de la montagne et présentement, il se rend jusqu'à Offer Music. Et d'ici l'automne, il va se rendre jusqu'à Offer Music, jusqu'à la boucle des trois étapes. Donc, c'est un très beau sentier. Je vous invite à le parcourir. Vous allez voir, c'est vraiment très bien fait. Là-dessus, on va passer à la séance. Ah, peut-être rajouter un petit point important dans nos règles de fonctionnement. Vous avez sûrement constaté qu'il y a deux périodes de questions. Pour la première période de questions, vous pouvez intervenir sur n'importe quel sujet qui concerne la municipalité, n'importe quel questionnement. Et sur la seconde période de questions, on vous demande d'intervenir uniquement sur les sujets qui ont été discutés au cours de la séance de ce soir. Et on vous demande de vous réserver un temps maximum, de nous prendre un temps maximum de 3 minutes pour vos questions. Là-dessus, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Lauzon. Oui, merci, Madame la mairesse suppléante. Alors, je vais d'abord proposer un changement à l'ordre du jour en biffant le point 4.11, qui est un point de contribution aux fins de parc. Nous n'avons pas de dossier présentement à étudier à ce moment-ci. D'autres dossiers sont encore en analyse, par contre, pour les prochains mois. Donc, je propose donc, avec ce changement, l'adoption de l'ordre du jour. Merci, c'est approuvé. Monsieur Monsieur Richard Bousquet pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin dernier. Merci, Mme. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Voilà. Merci. On va continuer avec la séance extraordinaire du 12 juin avec Monsieur Brisson. Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2025. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2025, rédigé par la greffière. Passons au dépôt de documents. Est-ce que vous avez des documents, Madame Boisvert? Oui. Boisvert à nous. Oui, dans les faits, la situation budgétaire cumulative au 30 juin 2025, la liste des comptes à payer en date du 30 juin 2025 et les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de juin 2025. Merci. Nous sommes rendus à la première période de questions réservées au public. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, qui aimeraient intervenir? Vous pouvez aller au micro, vous vous identifiez et André Berriot. l'objet de votre question. Oui. En fait, c'est pas une question, Oui. André Berriot. André Berriot, oui. J'ai deux petits commentaires. Monsieur Lambert, je voulais vous remercier là, pour la piste cyclable, là, ce que vous avez fait faire, là, pour mettre des jours. Il n'y a plus personne qui stationne là-dedans depuis que la piste cyclable est réouverte. Ben, bel job. Merci. Et puis, j'aimerais aussi féliciter les gens, celui ou celle qui ont fait le petit à l'entrée du village là, avec une petite route avec les deux vélos. Comme ça, là. Ça, c'est génial. C'est très, très beau. Très joli. Vous Merci avez beaucoup. raison. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes dans la salle qui aimeraient intervenir? Oui. Bonjour, Brigitte Landreville, 52 Avenue des Villas. C'est pour, peut-être vous n'avez pas l'information, dans le fond, c'est pour savoir, dans la dernière séance d'information sur les commerces qui devaient être construits aux rues du Parc et Alfred Desrochers, ça devait commencer la construction au printemps 2025. Je ne sais pas si vous avez des informations sur la poursuite des travaux, là. Vous parlez du projet Belmont qui vous êtes construit. Oui, c'est ça, oui. Mais bien, je ne sais pas pourquoi. OK. On se reprend. Bon, on revient au projet Belmont. Écoutez, présentement, la municipalité est en attente d'avoir les documents du promoteur pour justement pouvoir analyser la question. On est rendu à l'étape du PIA, du programme d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on est en attente présentement de la part du promoteur pour avoir le suivi. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, M. Lambert? Pas du tout. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Alors, on continue. Madame Diane Boivin, 2.3, remerciement pour le comité d'embellissement. Oui?
Alors, c'était suite au commentaire de M. Desriaux. En préambule, je vous soumets ces quelques éléments concernant la fabrication et l'installation des décors extérieurs de notre municipalité. 2025 est l'année vélo. La mosaïque que l'on retrouve à l'entrée du cœur villageois est faite par l'horticultrice de la municipalité, Mme Corinne Ducharme-Thibert, et les idées ont été discutées avec le comité d'embellissement. Les vélos, eux, ont été fabriqués par les employés du garage. Toutes les roues ont été faites par les 4 bénévoles, aller les chercher, les nettoyer, les peindre et les assembler. Puis, ont été installés dans les différents endroits de la municipalité. Alors, je passe à la résolution. Considérant que depuis 2023, la municipalité a mis sur pied un comité d'embellissement ayant pour mission d'apporter un soutien à l'équipe d'horticulture et des espaces verts, d'élaborer de nouveaux projets et activités en lien avec l'embellissement et l'horticulture, de consolider les efforts mis en place par la municipalité depuis les dernières années. Considérant l'implication exceptionnelle des membres de ce comité depuis le début, notamment dans la fabrication et l'installation des décorations extérieures à chaque saison, considérant que le fruit de leur travail est salué par de nombreux citoyens et employés de la municipalité, je dirais même beaucoup de visiteurs également, je propose de remercier chaleureusement les membres du comité d'embellissement, Mesdames Carmen Archambault, Anne Denis, Diane Fortier et Marie-Josée Audet, pour les nombreuses heures de travail en tant que bénévoles, leur imagination et leur créativité et surtout leur implication. De remercier également Mme Corinne Ducharme-Thibert, agente de développement communautaire et culturel et horticultrice, ainsi que la conseillère Mme Martine Javela pour leur implication à ce comité. Merci. On va poursuivre toujours avec Mme Robin. Oui. Alors, ça concerne l'Union des municipalités, des achats regroupés. Considérant que la municipalité du canton d'Hartford a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 5 différents produits chimiques, dont le sulfate ferrique, considérant et les autres produits là, qui sont à l'écran, considérant l'article 14.7.1 du Code municipal du Québec qui permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel et qui précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise également que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la municipalité du canton d'Hartford désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sulfate ferrique dans les quantités nécessaires pour ses activités. Je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long. Que la municipalité du canton d'Hartford confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ visant l'achat du sulfate ferrique pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres. Que la municipalité du canton d'Hartford confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité du canton d'Hartford s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée.
que la municipalité du canton d'Hartford confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que si l'UMQ adjuge un contrat à la municipalité, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité du canton d'Hartford s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité du canton d'Hartford reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 pour les non-membres de l'UMQ. Que la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant à M. Lauzon, du point 2.5, pour des événements qui auront lieu au Mont-Hartford. Oui, il s'agit de la corporation Ski Golf Mont-Hartford et qui prévoit faire des événements au cours de l'été. Les mercredis du 2 juillet jusqu'au 20 août, on aura les mercredis cuisine de rue. Le 18 au 21 septembre, le défi Everest Hartford et le 18 octobre, la Coupe des Trois Sommets. Alors, considérant le règlement numéro 639, je propose d'autoriser la corporation Ski Golf Mont-Hartford à permettre l'accès à son site du centre de ski pour les événements mentionnés. Merci. Côté des finances, M. Bousquet, notre approbation des comptes à payer. Oui, effectivement, je propose d'approuver les dépenses, d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 435 384,98 en date du 30 juin 2025, extrait certifié conforme le 4 juillet 2025. Merci. Maintenant, M. Brisson pour les deux prochains points qui concernent des règlements d'emprunt. Alors, le règlement concerne la réalisation complète de l'objet des règlements d'emprunt numéro 785, 912, 935 et 945. En fait, ça résulte, l'objectif est d'annuler les soldes résiduaires. Donc, considérant que la municipalité du canton d'Hartford a entièrement réalisé l'objet des règlements subventionnés, considérant qu'il existe pour chacun des règlements un solde non contracté au montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne doivent plus apparaître dans les registres du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt s'il y a lieu, et s'approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité. Alors, je propose donc, en fait, c'est assez simple, c'est que pour certains règlements d'emprunt qui avaient été faits, finalement, ça a coûté moins cher que prévu. À titre d'exemple, un règlement d'emprunt a été contracté au montant de 453 000 mais le montant réellement financé a été de 347 000. Donc, il faut modifier rétroactivement notre règlement d'emprunt et transmettre le tout au ministère concerné pour que leur registre, à eux, corresponde au nôtre. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Le point suivant, si vous pouvez continuer, M. Brisson. Oui. Le suivant, c'est un règlement d'emprunt temporaire. Règlement d'emprunt 889 décrétant une dépense de 3 486 100 et un emprunt de 3 486 100 pour la reconstruction du barrage du lac Écluse sur la rue de la Sarcelle. Alors, considérant que l'emprunt faisant l'objet du règlement qui décrétait une dépense de 3 486 100 et évidemment un règlement d'emprunt du même montant, a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales. Alors, considérant que la municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées, et considérant qu'il y a lieu de demander un financement temporaire auprès de la Caisse des jardins du lac Memphremagog, je propose donc d'autoriser la mairesse, ou en l'absence de la mairesse suppléante, et la trésorière à signer tout document nécessaire et utile aux fins de la présente résolution,
soit une ouverture d'un emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 3 486 100 $. Merci beaucoup, M. Brisson. Maintenant, Mme Boivin pour le point 3. Oui. Alors, considérant que le règlement numéro 987 relatif à un programme de revitalisation du secteur cœur villageois entrera en vigueur sous peu, considérant que les sommes pour ce programme ne sont pas prévues au budget 2025, considérant que les sommes provenant de la réserve financière pour les immobilisations du secteur central PPU proviennent d'une partie de la taxe non résidentielle, PPU signifiant Programme particulier d'urbanisme, considérant que le secteur visé par le règlement numéro 987 est le cœur villageois, PPU, je propose d'autoriser la trésorière à approprier une somme de 100 000 $ de la réserve financière pour les immobilisations du secteur central, PPU, au surplus cumulé affecté au règlement numéro 987 relatif au programme de revitalisation du secteur cœur villageois. Merci. On va passer en urbanisme maintenant avec Mme Javela pour les points 4.1 et 4.2, une dérogation mineure qui a été demandée par M. Sébastien Bérard. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une consultation publique pour une demande de dérogation mineure qui a été soumise par M. Bérard et Mme Kimoato pour le 5 rue du Sirocco. Donc, l'avis public a été affiché le 12 juin 2025. Je vais décrire rapidement en quoi consiste la dérogation. Ensuite, laisser le temps au public, étant donné que c'est une consultation, s'il y a des questions ou des commentaires, et ensuite rendre la décision. Donc, cette dérogation, en fait, elle est en 3 parties et ça concerne une demande dans le cadre d'un projet de déplacement d'un bâtiment accessoire existant et d'une construction d'un nouveau bâtiment accessoire qui va le remplacer. Donc, et ça inclut aussi, excusez-moi, des travaux d'aménagement du terrain. Donc, les 3 points de la dérogation, c'est premièrement pour le déplacement du bâtiment accessoire. Il va être déplacé à côté du bâtiment principal et il sera à 0,9 mètres de la distance entre le bâtiment principal, minimum, alors que normalement, l'article 6.14 du règlement 951 exige un 2 mètres. Donc, il y a une différence de 1,1 mètre. Ça, c'est la première partie de la dérogation. La deuxième partie concerne le nouveau bâtiment accessoire. Donc, la demande est de diminuer la pente minimale du bâtiment, du toit de ce bâtiment, et de la diminuer à 3/12 au lieu, alors que le règlement demande une pente minimale de 4/12, donc pour une différence de 1/12. Et finalement, toujours pour ce nouveau bâtiment accessoire, de demander que soit diminué à 0,3 mètres de la distance minimale applicable entre un mur de soutènement, qui inclut aussi les travaux de remblai, et la ligne de l'eau latérale du côté sud. Donc, le déplacement du bâtiment accessoire existant a pour but de permettre justement l'ajout d'un nouveau bâtiment accessoire sur le terrain. La diminution de la distance entre le bâtiment et la résidence vise à éviter des travaux d'abattage. La végétation existante sur le terrain, étant donné la végétation qui existe, la remise qui sera déplacée ne sera pas visible à partir de la rue ou très peu. Et donc, il n'est pas non plus souhaitable d'exiger au requérant de rattacher la remise existante au bâtiment principal à cause de raisons architecturales de jonction de toit. L'emplacement ciblé pour le nouveau bâtiment accessoire nécessitera des travaux de remblai, probablement, et un mur de soutènement, donc en bordure, donc entre la ligne latérale de la propriété du 5, donc des 2 requérants, et du 15 rue du Sirocco. Et le propriétaire actuel du 15 rue du Sirocco a confirmé par écrit son accord au projet. Donc, si je finis, le CCU, pour finir la consultation, le point avant la consultation, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure. Donc là, on est en consultation. Donc, avant de rendre la décision, s'il y a des personnes dans la salle ou en Zoom qui ont des questions, des commentaires à faire, c'est le temps. J'espère avoir été assez clair.
Donc, il n'y a personne, j'ai les hochements de tête de non dans la salle. Je vois aucune main levée en Zoom, donc je vais continuer pour rendre la décision. Donc, considérant que le projet et la présente demande de dérogation mineure respectent les objectifs du plan d'urbanisme, en particulier ceux à l'égard de l'environnement, considérant, excusez-moi, que le comité consultatif et le conseil municipal estiment que les requérants subissent un préjudice par l'application de la réglementation, tant au point de vue du toit que des dimensions que j'ai déjà expliquées. Je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soient diminués donc les 3 points, donc diminuer la distance de 0,9 mètres entre l'ancien bâtiment accessoire qui est déplacé vers la maison, diminuer la pente du nouveau bâtiment accessoire et diminuer aussi la distance du remblai avec le nouveau bâtiment accessoire. Donc, le tout pour la propriété au 5 rue du Sirocco et d'en faire parvenir la présente résolution à M. Bérard et Mme Toux. Merci. Prochaine consultation publique et dérogation mineure, M. Brisson, qui concerne une demande soumise par M. Robert Lorrain. Alors, effectivement, nous sommes en consultation publique. Alors, je vais présenter le projet. Des citoyens en ligne ou en salle auront l'occasion de faire leurs commentaires et de poser des questions. Et le conseil rendra par la suite une décision. Alors, le projet consiste en la construction de 2 immeubles de 6 logements chacun au coin de la rue du Parc et des Cerisiers. La façade étant sur la rue des Cerisiers. La dérogation mineure qui est demandée est normalement pour des bâtiments de 6 logements. La façade minimale exigée est de 20 mètres. Dans ce cas-là, la demande de dérogation vise une façade de 17,6 mètres dans un cas et 14,4 mètres dans l'autre, donc une différence de 2,4 mètres et 5,6 mètres. Il faut savoir aussi que le règlement, dans le cas où ce serait des immeubles de 3 ou 4 logements, le règlement exige, dans ces cas-là, une façade plus grande et le projet ne serait pas dérogatoire dans ces conditions-là. Ensuite, il faut voir aussi, évidemment, si on a le plan, sur les lots en question, dans la zone ombragée, c'est un grand milieu humide par rapport à la surface des lots. Alors, ensuite, délimité par le trait rouge pointillé, c'est la marge de conservation, la marge de protection du milieu humide qui est là. Ensuite, les fossés latérales sur du parc et sur la rue des Cerisiers constituent aussi des cours d'eau et nécessitent une marge de recul aussi. Donc, on voit là, dans le tracé rouge l'espace disponible pour la construction des bâtiments. Les voisins, il y a eu des communications avec les voisins et on n'a reçu aucun commentaire écrit. Et le comité consultatif urbaniste s'est prononcé en faveur de la demande de dérogation de façon majoritaire, pas l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur ce projet-là et sur cette demande de dérogation-là? Silence dans la salle et silence en ligne. Parfait. Alors, la décision du conseil. Alors, la décision à l'égard de la demande de dérogation mineure déjà présentée. Donc, 2 bâtiments résidentiels de 6 unités de logement chacun qui ne respectent pas les dimensions minimales applicables aux façades avant. Considérant que la demande de largeur minimale applicable aux façades des bâtiments principaux projetés donnant sur le nu des Cerisiers et le chemin du parc avait fait qu'elle soit diminuée à 7,16 mètres et 14,4 mètres.
donc des différences de 2,4 et 5,6 mètres, considérant que la norme concernée de 20 mètres recherche une volumétrie de bâtiment qui tend vers l'horizontalité et non pas vers la hauteur, pour des objectifs de qualité visuelle et d'intégration. Considérant le cadre bâti du secteur concerné, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, concernant les dimensions et la configuration des terrains, des marges de recul et l'espace disponible pour l'implantation des deux lots, sur les deux lots, concernant la présence de cours d'eau le long des terrains à l'est, du milieu humide, des bandes de protection de 10 mètres, et tenant compte de la planification du projet, du niveau de la volumétrie et de l'implantation des bâtiments ainsi que le nombre d'unités, considérant, comme mentionné tantôt, que pour des bâtiments résidentiels de 3 et 4 unités, la dimension minimale de la façade avant serait de 15 mètres. Donc, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de dérogation. Considérant que le requérant n'a pas su démontrer en quoi l'application de la réglementation lui cause un préjudice sérieux, alors que tout porte à croire qu'il est possible de construire un immeuble résidentiel conforme à la réglementation sur chacun des deux lots, quitte à réduire le nombre d'unités à l'intérieur des bâtiments. Considérant que le CCU recommande à la majorité au Conseil d'accepter la présente demande, alors la décision est de refuser la présente demande de dérogation mineure, dans laquelle le requérant demande que la largeur minimale applicable aux façades avant des logements municipaux, etc., je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, la décision du Conseil la proposition est de refuser la dite demande de dérogation mineure. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, au point 4.5 et 4.6, M. Lauzon pour une demande de dérogation mineure soumise par ACT Architecture Design. Alors, on va essayer de rapidement refaire un peu le même processus. Il s'agit essentiellement d'avoir une consultation par rapport à une dérogation qui est demandée pour ensuite avoir la position que le CCU a prise et ensuite éventuellement que la position que le Conseil va prendre par rapport à cette dérogation-là. Alors, il s'agit d'une demande de la firme ACT Architecture Design représentant les propriétaires de Maxime Pro et de William Blanchet, qui a déposé à la municipalité une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un bâtiment principal qui contrevient à certaines dispositions réglementaires relativement à l'architecture du toit. Alors, il est demandé que soit diminué à 1 le nombre minimal de versants sur une partie du toit principal projeté, alors que l'article du règlement demande que ce soit nécessairement deux versants pour un toit. On demande aussi que soit diminué à 0,5 sur 12 la pente minimale de la partie du toit du bâtiment principal projeté, incluant le bâtiment accessoire attaché, alors que l'article du règlement demande que ce soit une pente de 4,12 dans la zone concernée qui est de R39. Alors, considérant que le projet prévoit un toit de bâtiment conforme à la réglementation sur à peu près 80 à 85 % de sa superficie, on a à accepter, en tout cas à étudier cette demande de dérogation. Alors, comme nous sommes en consultation, après présentation, je peux vous dire que le CCI va faire une recommandation favorable, a fait une recommandation favorable à ce projet. Et maintenant, la parole est en consultation à ceux qui veulent se prononcer sur ce projet. Y a-t-il des questions dans la salle, en ligne? Alors, je vais préciser un peu plus. On parle que ce projet... attendez, là, je pense que je suis sur l'autre côté, 6.7. Donc, il y a une partie du toit de la construction qui déroge à la réglementation, mais on parle d'une partie très petite du toit et les deux autres parties qu'elle relie respectent les pentes conformes. Il s'agit essentiellement d'une jonction du bâtiment. La présence de corniches dont la pente est de 2,2 sur 12 est un élément accessoire qui vise à permettre l'aménagement d'un espace habitable au niveau supérieur du bâtiment. L'objet visé par l'article concerné par la présente demande est relatif à la qualité visuelle du secteur. Le CCU estime que le toit du bâtiment projeté s'harmonisera bien au cadre bâti du secteur.
L'envoi de lettres à des propriétaires voisins au sujet de la présente demande a été fait, alors aucun commentaire écrit n'a été reçu à ce jour. Alors, le CTU, comme je vous disais tantôt, recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je recommande d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit diminué à 1 le nombre minimal de versants sur une partie du toit et que soit diminué à 0,5 sur 12 la pente minimale sur la partie du toit principal projeté et du bâtiment accessoire attaché. Le tout pour le lot 6 297 787 adjacent à la rue Alizé dans le secteur R39 et de faire parvenir la présente résolution à AC Architecture Design. Voilà. Je demanderais à M. Lauzon de continuer pour le point suivant qui concerne le même projet finalement. Tout à fait. Il s'agit d'une demande de PIA. Donc, une fois que la dérogation binaire est acceptée, le projet est compte tenu qu'il est dans une pente de plus de 15 il doit avoir une analyse cette fois-ci au niveau architectural en fonction et le CCU a à se prononcer par une recommandation au conseil et le conseil par la suite dispose de cette demande de PIA. Dans une demande de PIA, il n'y a pas de consultation, donc nous allons procéder déjà à un peu expliquer c'est quoi. Je n'irai pas tellement plus loin, le projet vous le connaissez, alors il s'agit d'un projet qui est dans une pente entre 15 et 30 et qui donc demande que le CCU se prononce et qu'un PIA soit appliqué. Le règlement numéro 955 sur les PIA mentionne l'importance que toute construction soit implantée prioritairement le plus près possible de la voie de circulation de manière à minimiser l'abattage d'arbres sur le terrain et les impacts sur la végétation. Considérant que le lot présenté présente une pente relativement uniforme qui varie cette fois-là entre 15 et 25, donc à l'intérieur des critères de 15 et 30 que je vous disais tantôt. Considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du règlement, considérant la recommandation positive du CCU, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal incluant un garage attaché et l'aménagement d'un aire de stationnement à l'endroit où la pente du terrain est d'au plus 23,4 pour être précis. Le tout pour la propriété située sur le lot 6 297 787, déjà mentionné, adjacent à la rue de l'Élysée. Et voilà, merci. Et merci. Pour la prochaine demande de PIIA qui a été soumise par M. Jocelyn Brouillard, j'invite M. Richard Bousquet à m'en faire la présentation. Merci, Mme Blais. Donc, décision considérant que le requérant, M. Jocelyn Brouillard, propriétaire du 1713e rang, sur le lot 3 787 626, souhaite construire un nouveau bâtiment agricole sur sa propriété. Le projet est assujetti au règlement 955 sur les PIA. Le règlement 955, dans ce cas-ci, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, exige que les constructions soient implantées de façon à ne pas obstruer la vue vers le mont Offray à partir de la rue, soit la 13e rang, et de celle des propriétés voisines, tout en permettant la cohabitation avec l'affectation agricole du secteur. Le nouveau bâtiment agricole abordera un revêtement qui s'harmonise avec le revêtement principal. Les toitures du bâtiment sont en tôle de couleur brune. Le bâtiment d'une hauteur raisonnable, soit environ 7 mètres, sera implanté à plus de 150 mètres du 13e rang. Le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée, du cadre bâti dans le secteur et du projet de construction. Le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du règlement 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité et je propose, au nom des membres du conseil, d'approuver le présent projet de PIA concernant un projet de construction de bâtiment agricole. Et le tout sur la propriété située au 1713e rang et de faire parvenir la présente résolution à M. Jocelyn Brouillard. Extrait conforme
Merci. Le règlement 4 juillet 2025. Voilà. Maintenant, Mme Boivin, pour la dernière demande de PIA de M. Carl Saint-Jean sur la rue des Merles. Ah, là, c'est plus, excusez-moi. Un petit peu. Ah non, excusez-moi. Oui. Monsieur Alain Brisson. Oui. On aurait pu inverser, c'est pas grave. Monsieur Alain Brisson, non, c'est l'ordre du jour, on va quitter. Moi, une demande présentée par M. Yannick Carrière, la rue d'Offord. Pardon. Alors, considérant que le requérant, M. Yannick Carrière, a déposé une demande de permis afin de construire 2 murs coupe-vent au niveau de la terrasse commerciale existante pour l'établissement L'Ami d'Orford au 2553 chemin du Parc, dans le cœur villageois. En fait, il s'agit de 2 murs à même la terrasse existante, d'une hauteur approximative de 2,5 mètres, et c'est une construction qui est réalisée en bois teint de couleur noire. Considérant que le règlement fait notamment mention des objectifs suivants pour le cœur villageois: assurer une qualité bâtie supérieure pour toute intervention sur le site et renforcer les qualités visuelles à l'intérieur du cœur villageois, assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu et contribuer à un milieu de vie stimulant. Également, viser une harmonie des volumes, formes et couleurs et des matériaux au niveau de l'architecture, des aménagements et de l'affichage. Alors, considérant la couleur des murs très foncée, les dimensions imposantes des murs et l'emplacement visible à partir du domaine public, le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal estiment que le projet ne s'intègre pas bien dans le cœur villageois. Considérant que le CCU et le conseil municipal jugent que le projet ne contribue pas à la création d'un milieu de vie stimulant, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet ne s'harmonise pas au bâtiment principal ni aux autres terrasses de la propriété concernée, considérant que le CCU et le conseil municipal se questionnent sur la qualité architecturale du projet, alors qu'il serait souhaitable que les différentes constructions dans la cour latérale forment un tout et non des ajouts rattachés l'un à l'autre, considérant que le conseil municipal et le CCU ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la réglementation, considérant que le CCU et le conseil municipal arrivent à la conclusion que le projet ne respecte pas certains objectifs et critères du PIA, et considérant que le CCU recommande au conseil de refuser le présent projet. Alors, je propose de refuser le projet de PIA relatif à l'ajout des murs culbans sur la terrasse commerciale, le tout pour la propriété du 2053 chemin du Parc à Offord. Merci beaucoup. Madame Boivin, maintenant, pour le PIA suivi par M. Carl Saint-Jean. D'accord. Alors, considérant que le requérant, M. Carl Saint-Jean, a déposé à la municipalité une demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal, habitation unifamiliale isolée, incluant un garage rattaché, prévu sur le lot 6 319 222 adjacent à la rue des Merles, considérant que le projet est assujetti au règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA 2, partie sud et est du secteur du programme particulier d'urbanisme PPU, considérant que les grandes lignes du projet se résument comme suit. Bâtiment principal de type unifamilial isolé de style farmhouse avec un garage rattaché. Dimension approximative du bâtiment principal 9,8 mètres par 9,1 mètres. Dimension approximative du garage rattaché 4,9 mètres par 7,3 mètres. La hauteur du bâtiment 10,1 mètres. Et pour ce qui est du revêtement, tôle à baguette verticale en acier de couleur rouge-grès, collection inspiration architecturale. Revêtement d'un clin d'acier horizontal, couleur liège. Maçonnerie de pierre collée, couleur chardonnay. Bardeau d'asphalte architectural. Soffit et fascia en aluminium de couleur noire. Considérant que le règlement numéro 955 fait mention des objectifs suivants. Réaliser une architecture de qualité dans les interventions afin de rehausser et consolider la qualité bâtie des secteurs périphériques au cœur villageois, contribuer à un milieu de vie stimulant, viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de l'architecture, des aménagements et de l'affichage,
tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une identité propre au niveau stylistique, prévoir un traitement architectural du bâtiment visible de la rue. Considérant que le règlement sur les PIA mentionne l'importance que les bâtiments privilégient les zones déboisées pour leur implantation, visant à limiter les travaux de déboisement sur le site. Considérant que le bâtiment principal est prévu très près de la marge de recul avant minimale, ce qui réduit l'aire de stationnement et l'aire de déboisement sur le terrain. Considérant que la volumétrie du bâtiment s'harmonise avec celle des bâtiments du secteur, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que le bâtiment s'intègre bien sur le terrain et dans le secteur, dans la mesure où des modifications sont apportées au niveau des couleurs, considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables de la réglementation en vigueur, de la propriété concernée, du cadre bâti dans le secteur et du projet de construction, que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs et critères du PIA, règlement numéro 955, si de légères modifications aux couleurs sont apportées. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA conditionnellement à ce que le nombre de couleurs soit diminué sur les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment. La couleur des éléments d'accent en bois d'œuvre devra s'apparenter à celle du revêtement couleur liège ou être noir. De plus, la couleur de la porte d'entrée devra être identique à celle du garage afin de réduire le nombre de couleurs sur le bâtiment. Considérant que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose donc d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal incluant un garage rattaché, le tout conditionnellement à ce que la couleur de la porte d'entrée du bâtiment principal soit identique à celle du garage, soit noire, pour le lot cité précédemment, et de faire parvenir la présente résolution à M. Carl Saint-Jean. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la section environnement. J'invite Mme Javelard pour le point 5.1. Un transfert d'actifs visant les plans de collecte de matières recyclables. Oui, merci beaucoup. Donc, en gros, jusqu'au 1er janvier 2025, c'était la municipalité qui était responsable de tout ce qui était recyclage. Et depuis le 1er janvier, c'est EEQ. Donc, il faut attacher les bouts et vérifier au niveau des actifs. Donc, la MRC de Memphremagog et Éco-Entreprise Québec, donc EEQ, ont conclu une entente de partenariat qui encadre les services de collecte, de transport des matières recyclables, ainsi que les activités d'information, de sensibilisation, d'éducation et de première ligne qui s'y rapportent. Donc, comme je disais, avant le 1er janvier, c'était les municipalités qui étaient situées sur le territoire de la MRC, qui étaient responsables de l'achat, de la sélection des fournisseurs, de la livraison des nouveaux bacs roulants, des pièces de rechange, ainsi que des services de réparation, remplacement et distribution. Depuis le 1er janvier 2025, les coûts pour l'achat et les services de réparation, de remplacement, de distribution de ces bacs roulants pour les clientèles prévues par le règlement sont à la charge maintenant de EEQ. Donc, la MRC a convenu avec la municipalité et d'autres municipalités situées sur son territoire une entente intermunicipale qui est relative à la gestion des matières recyclables, entente qui reste encore à signer. Donc, EEQ demande à la MRC de transférer la propriété des bacs roulants, donc de 240 litres, 160 ou tout autre format qui a été autorisé, ainsi que les pièces de rechange qui sont détenues en stock par les municipalités et calculées en contrepartie d'un paiement, donc finalement de vendre ces pièces, calculées sur la base des montants payés par le propriétaire des actifs, selon les pièces justificatrices soumises. Donc, la MRC n'est pas propriétaire des actifs puisque c'était les municipalités. Donc, conséquemment, la MRC ne peut pas faire ces déclarations avec EEQ et ça doit passer par les municipalités. Donc, les sommes versées par EEQ à la MRC suivant le transfert des actifs appartenant à la municipalité seront remises à la municipalité. J'espère que vous me suivez, ça va. Donc, en gros, on était propriétaire, EEQ est là, MRC est au milieu, on règle tout ça. Donc, si vous avez des questions, je pense que maintenant, c'est avec EEQ.
Ah, vérifier, c'est bien ça. Donc, de confirmer que les actifs mentionnés au préambule de la présente résolution ne font l'objet d'aucune hypothèque. J'espère qu'on n'hypothèque plus nos bacs bleus, quand même. En tout cas, de fournir à la MRC les documents requis pour faire suite au transfert des actifs, notamment, par exemple, les factures du fournisseur qui confirment les achats de tous les bacs et pièces de rechange, etc. Et d'approuver la déclaration MRC de représentation et garantie relative au transfert d'actifs visant les contenants de collecte. Et finalement, d'autoriser la MRC à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration et procéder au transfert d'actifs. Voilà. Merci. Dans M. Lauzon pour le programme Éco-énergie 360. D'accord. Alors, il s'agit d'une proposition de la Fédération québécoise des municipalités, appelée la FQM, en collaboration avec la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique, la SOFIAC, par son programme Éco-énergie et Énergie 360, propose une solution pour financer et mettre en œuvre des travaux sur les infrastructures municipales visant l'économie d'énergie dans un contexte de décarbonation et d'efficacité énergétique. Considérant que la municipalité désire diminuer les émissions de gaz à effet de serre de ses infrastructures, considérant comme première étape afin de valider le potentiel d'amélioration d'efficacité énergétique de la municipalité et de l'intérêt d'adhérer au programme Éco-énergie 360, le Conseil doit autoriser la FQM à effectuer une analyse préliminaire du potentiel d'économie d'énergie selon les critères d'adhésion au programme. Considérant que cette étape est sans frais pour la municipalité, je propose que le Conseil de la municipalité du canton d'Harford autorise l'évaluation du potentiel d'économie d'énergie par la FQM afin de déterminer l'admissibilité au programme Éco-énergie 360, d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer tout document relatif à cette demande. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la voirie avec M. Bousquet, pardon. Oui, merci. Projet Villa Le des Serres. le projet de construction d'infrastructures de rue, d'aqueduc et d'égouts sur les lots 6 302 615 et 6 423 024, Villa des Serres, phase 4. Considérant que la municipalité recevait le 12 mai 2025 une demande d'entente relative à la réalisation de travaux municipaux de l'entreprise 9148 4527 Québec Inc., considérant que cette demande est visée par les dispositions du règlement 956 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, lesquelles prévoient notamment l'adoption d'une résolution d'approbation préliminaire du projet. Considérant qu'après analyse de la demande et l'intégration des modifications exigées par la municipalité, celle-ci se montre favorable au projet soumis. Considérant que l'adoption de la résolution confirmant l'approbation préliminaire du projet donne maintenant droit aux demandeurs de procéder à la production des documents complémentaires exigés au règlement. Donc, je propose que le Conseil autorise l'approbation préliminaire du concept projet autorisant la poursuite des étapes visant à permettre la signature d'une entente menant à la réalisation du projet de construction d'infrastructures de rue, d'aqueduc et d'égouts sur les lots mentionnés précédemment, comme présenté par l'entreprise mentionnée précédemment, Québec Inc., au plan préliminaire reçu le 15 mai 2025 et modifié le 1er juillet 2025, joint à la présente résolution. De rappeler aux requérants que la présente résolution approuvant le concept du projet n'engage pas la municipalité à y donner une suite favorable et qu'en aucun cas elle ne constitue une autorisation à débuter l'exécution des travaux. Une note aussi importante, c'est que la réalisation de la phase 4 ne pourra avoir aucune incidence comme incidence l'aggravation de la problématique actuelle de l'écoulement des eaux dans le secteur Jet Bleu. Merci. Monsieur Brisson, maintenant pour l'achat de véhicules utilitaires. Alors, considérant que la municipalité désire acquérir un véhicule utilitaire XUV 835M de la marque John Deere et se départir de son véhicule utilitaire de la marque Gator TE John Deere, je propose donc, et compte tenu de la soumission reçue de l'entreprise du groupe JLD Lagu, je propose d'acquérir de l'entreprise en question le véhicule utilitaire XUV 835M de marque John Deere de l'année 2023 en échange du véhicule utilitaire Gator TE John Deere
de la municipalité pour un montant de 22 420,13 $, toutes taxes incluses, montant puisé à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 3 ans. Merci. Maintenant, Mme Boivin pour le mandat donné concernant le barrage. Merci. Considérant que la municipalité désire faire procéder à la surveillance bureau des travaux du projet de reconstruction d'environ 200 mètres linéaires du barrage Lac-Écluse, rue de la Sarcelle, numéro X 0002767, le tout se situant entre les rues des Goélands et de l'Arlequin, considérant l'offre de service de la firme Tétratec Québec Incorporée en date du 15 mai 2025, ainsi que le règlement numéro 966 sur la gestion contractuelle de la municipalité du canton d'Orford, je propose de mandater la firme Tétratec Québec Incorporée afin de procéder à la surveillance bureau des travaux de reconstruction du barrage Lac-Écluse sur la rue de la Sarcelle, tel que décrit dans l'offre de service du 15 mai 2025, pour une dépense de 80 500 $. Montant étant puisé à même le règlement numéro 989, décrétant une dépense de 3 486 100 $ et d'un emprunt du même montant pour la reconstruction du barrage Lac-Écluse, rue de la Sarcelle. Merci. Mme Joanna pour les 2 prochains points. Oui, merci beaucoup. Donc, le premier, c'est pour approuver le paiement de travaux supplémentaires pour le pavillon du parc de l'Érablière. Donc, il y a eu une résolution, la résolution 2025-05-131, qui était le contrat de travaux de réfection de plancher et de murs du pavillon du parc de l'Érablière, situé au 6 chemin de la Sucrerie. Cette résolution a été adoptée en mai dernier. Le contrat a été octroyé à l'entreprise Serge Martineau Construction. Et des travaux supplémentaires ont été effectués par cette entreprise à la demande de la municipalité, avec une facture supplémentaire qui est datée du 18 juin 2025. Donc, je propose d'autoriser la trésorière à payer l'entreprise Serge Martineau Construction la somme de 2 418,71 $, toutes taxes incluses, telles que décrit dans la facture 513 005 du 18 juin, montant étant puisé à même le surplus cumulé. Voilà pour un. Le deuxième concerne le contrat pour le fauchage des rues, chemins et pistes cyclables pour 2025. Donc, la municipalité doit procéder au fauchage des rues, des chemins et des pistes cyclables de la municipalité. C'est l'offre, considérant l'offre de la compagnie qui s'appelle les débroussaillasges Roxton Fall enregistrés, en tenant compte du règlement pour la gestion contractuelle. Je propose de conclure un contrat avec cette entreprise afin de procéder au fauchage des rues, des chemins et des pistes cyclables de la municipalité pour l'année 2025. Et à cette fin, le Conseil autorise une dépense de 18 396 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même le fonds général. Merci. M. Lauzon pour un paiement de facture, André Palais Incorporé. Alors oui, il s'agit d'une facture pour des travaux de débroussaillage qui ont été faits sur le territoire de la municipalité dans la semaine du 2 juin. Alors, considérant la facture numéro F8627 de l'entreprise André Paris, je propose d'autoriser la trésorière à payer à l'entreprise André Paris la somme de 10 451,67 $, toutes taxes incluses, pour les travaux effectués au cours de la semaine du 2 juin, tel que décrit à sa facture. Merci. Merci, Monsieur Bousquet, le paiement de facture à Normand Janson Excavation. Oui, la municipalité a acheté du concassé, du MG 20B, 0,3 en mai et en juin. Ce faire, on a reçu 2 factures de Normand Janson. Donc, je propose d'autoriser la trésorière à payer l'entreprise Normand Janson, Excavation Incorporée, la somme de 14 360,39 $, toutes taxes incluses, pour l'achat et le transport de pierres concassées, MG 20B, tel que décrit dans la facture 192 983 et 193 083 en date du 26 mai et du 11 juin, montant étant puisé à même le fonds général. Voilà. Dans la facture, M. Brisson. Alors, considérant les factures reçues de l'entreprise SOS Omega Inc. pour l'acquisition d'un appart debout et un robinet long pour le parc Amel,
Je propose d'autoriser le trésorier à payer la somme de 4 447,23 toutes taxes incluses pour les suites aux dites factures, montant puisé à même le fonds vert des parcs, terrains de jeu et espaces verts. Merci. On va maintenant passer aux avis de motion ainsi qu'au projet de règlement. J'invite Mme Boivin pour le point 8.1 et 9.1 du règlement 948. Oui, alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion car lors de cette même séance, le Conseil prévoit adopter le règlement numéro 942-4. Ce dernier règlement a pour but de modifier et d'augmenter le coût des licences de chats et de chiens. Par la même occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce projet de règlement, puisqu'une copie de celui-ci a été remise avant la séance d'aujourd'hui, date prévue pour son adoption. Et je passe à l'adoption. D'accord. Alors, considérant l'entente signée avec la SPA de l'Estrie pour le contrôle et la garde responsable des animaux de 2021 à 2025, la hausse des tarifs de licence pour animaux depuis le 1er janvier 2023, considérant qu'il y a lieu de modifier les tarifs prévus au règlement numéro 942, considérant que j'ai préalablement donné un avis de motion lors de cette même séance ordinaire tenue le 7 juillet 2025 du Conseil, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 942-4, lequel statue et ordonne ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, qui consiste dans la modification à l'article 10.1 du règlement numéro 942, licence pour animaux, et pour lequel il s'agit de modifier les tarifs prévus à l'article 10.1 de l'alinéa 1A, B, C et D pour les suivants. Chat stérilisé, 35 $. Chat non stérilisé, 45 $. Chien stérilisé, 45 $. Chien non stérilisé, 55 $. Les 10 tarifs sont rétroactifs au 1er janvier 2023. Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. Voilà. Merci. Maintenant, le point 8.2, le règlement le 951-14 et également le point 9.3. J'invite Mme Javela à faire la présentation. Oui, merci beaucoup. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit d'adopter donc le règlement numéro 951-14. Donc, ce dernier a pour but de modifier le règlement 951 de zonage et lotissement afin de favoriser l'implantation de logements dans le cœur villageois, dans la mesure où cet usage s'intègre bien sur le site et dans le secteur, donc en tenant compte du respect du cadre bâti et qui ne viennent pas compromettre le potentiel commercial du rez-de-chaussée des bâtiments le long du chemin du parc. Par la même occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce projet de règlement puisqu'une copie de celui-ci a été remise avant la séance, date prévue pour du 7 juillet d'aujourd'hui, date prévue pour son adoption. Je continue avec un peu plus loin, on est tous en train de tourner les pages. Donc, au point 9.3, donc, qui est l'adoption du premier projet de règlement. Donc, considérant que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme de modifier son règlement numéro 951, la municipalité a adopté le règlement numéro 951 de zonage et lotissement au mois de novembre 2020, qui est entré en vigueur au mois de mars 2021. La municipalité se donnait pour objectif dans son plan d'urbanisme de créer un lieu de rassemblement et d'intérêt dans le cœur villageois. Elle souhaite également améliorer la vitalité et le dynamisme du secteur. Et cela passe notamment par la mixité des usages. Donc, la municipalité s'est donnée pour objectif dans son plan d'urbanisme d'encourager de nouveaux modèles d'habitation ou de regroupement pour mieux répondre aux besoins socio-démographiques. La municipalité est favorable à l'implantation de logements dans le cœur villageois dans la mesure où cet usage s'intègre bien sur le site et dans le secteur et qui ne viennent pas compromettre le potentiel commercial du rez-de-chaussée et des bâtiments le long du chemin du parc.
Un avis de motion a été préalablement donné par moi à cette séance. Un premier projet de règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit intégralement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent premier projet de règlement et renoncent à sa lecture. Donc, je propose que l'Assemblée de consultation publique soit tenue lundi 4 août 2025 à 18h30, c'est-à-dire juste avant la séance ordinaire du mois d'août, à la mairie du canton d'Orfeuille, et d'adopter le premier projet de règlement numéro 951-14 qui est joint à la présente résolution. Merci. Je vous invite, Mme Javelin, à Oui. continuer avec le règlement. Oui. Numéro 986, l'avis de motion ainsi que le projet de règlement 986. Oui, merci. Donc, celui-là concerne donc le règlement 986 et qui modifie le règlement aussi 639 qui concerne les nuisances, la saine administration et le bien-être de la collectivité. Donc, une grosse partie de ce règlement est sur le bruit, mais concerne aussi le stationnement. Donc, conformément à l'article toujours 445, je donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce Conseil prévoit adopter le règlement numéro 986. Donc, ce dernier a pour but d'apporter des précisions concernant certaines interdictions sur le bruit, et ça a aussi pour conséquence de modifier la numérotation de certains articles et aussi de prévoir une interdiction de stationnement sur une partie du chemin Basse. Donc, par la même occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce projet, puisqu'une copie a été remise. Donc là, je vais continuer pour le projet de règlement. Ici. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a lieu de modifier le projet numéro 639 afin d'apporter des précisions concernant certaines interdictions sur le bruit et aussi une interdiction de stationnement sur le chemin Baisse. J'ai donné un avis de motion il y a quelques minutes. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et donc je propose d'adopter le projet de règlement numéro 986. Je vais essayer de souligner les grands points qui changent ce règlement. Donc, en fait, d'abord, on va changer la définition de nuit. Si on regarde l'ancien règlement, la nuit était 365 jours par année entre 23h et 7h du matin. Donc, en gros, on pouvait faire des travaux bruyants entre 7h et 23h, 365 jours par année. Donc, ça, c'est le cœur. D'après moi, c'est le cœur du règlement. Donc là, en fait, on a changé la définition de nuit puisque c'est celle qui, finalement, est le cœur de quelles sont les permissions ou les interdictions. Donc, la nuit, déjà le 23h est reculé ou avancé à 22h. Donc, en semaine, si j'essaye de simplifier, en semaine, le jour, parce que je trouve que c'est plus facile de regarder comme ça, est de 7h à 22h. Et les fins de semaine, c'est de 9h à 22h. Okay? Il va falloir le lire là, parce que c'est un peu compliqué, mais j'essaye quand même de le simplifier. Donc ça, c'est le cœur qui définit c'est quoi la nuit. Donc on passe de 365 jours avec la notion de jour de semaine, de fin de semaine et de jour férié. Donc c'est pour ça qu'ensuite, il y a la définition de jour férié qu'on n'avait pas avant, puisqu'elle n'est dans ce règlement, puisqu'elle ne changeait pas le règlement. Donc les jours fériés sont ici définis. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est un peu plus compliqué ou restrictif. Bon, on va déjà passer pour le stationnement chemin Baisse puisqu'il est comme ça dans le règlement. Ça, c'est simple. Il est interdit en tout temps d'immobiliser, de stationner un véhicule ou une partie de ces derniers en bordure des deux côtés du chemin Baisse à partir de la route 141 sur une longueur de 200 mètres. Okay, ça, c'est simple. Mais je continue pour le bruit parce que je pense que c'est important. C'est là que dans l'article 8, on parle de travaux bruyants. Et là, c'est plus restrictif encore que la définition de nuit. Donc, en fait, on peut faire des travaux bruyants, si je simplifie encore, du lundi au vendredi entre 7h et 21h, et non 22h. Et surtout, et aussi les samedis et dimanches entre 9h et 17h. Puis
Puis ces règlements étaient là depuis très longtemps, mais ils se calquent ou si on regarde plusieurs municipalités, c'est quand même un modèle, c'est pas révolutionnaire, mais dans le sens, c'est un modèle quand même assez bien établi si on fait des comparaisons. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Il n'y a pas de bruit, c'est le silence, mais je pense que c'est important. On y a travaillé fort depuis quelque temps. Il n'est pas 22 heures. On a le droit, OK. Donc, on peut. Je rappelle que les feux d'artifice sont interdits. Ça n'a aucun rapport. C'est pas ici, là, mais. Donc, en fait, ce règlement donc, est important au niveau définition de bruit de nuit, jours fériés, fin de semaine et restrictions au niveau des travaux bruyants. Et bien sûr, il y a toute la définition de c'est quoi un travail bruyant, etc. OK? Donc, je pense que ça me permet de finaliser si je vais avec les pages, donc conclure. Il est un peu long, excusez-moi. Donc, je propose donc que, où est-ce qu'on est? D'adopter ce second projet de règlement. C'est ce que j'ai fait. C'est les pages, c'est comme pas là, mais c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, M. Lauzon, on va aller avec le point 9.2, le projet de règlement 951-13, le second projet qui a été discuté justement ce soir lors de la consultation publique. Oui, alors on remonte un peu sur l'ordre du jour. On revient à 9.2. Écoutez, il s'agit du projet qui a été présenté en consultation publique à d'Infet tantôt. Et je vais essayer d'être très court. Je ne commencerai pas tout, là. Alors, donc, il s'agit d'adopter le second projet de ce règlement-là, qui modifie le règlement 951, touchant le zonage et le lotissement et concernant certaines modifications, dont les bâtiments accessoires et les montants des amendes. C'est un résumé. Alors, sa date du règlement 951 avait été adoptée en novembre 2020 et ce dernier est entré en vigueur en mars 2021. C'est celui-là qu'on vient modifier. Les modifications apportées à la loi sur l'aménagement en 2024 à propos des montants minimaux et maximums pour les infractions relatives à l'abattement d'âge et qu'il y a lieu d'assurer une concordance avec la loi provinciale. Donc, on parlait, ça vous est expliqué, donc il s'agit d'une concordance au niveau des montants des amendes. Alors, la municipalité souhaite permettre davantage de projets de construction d'abris de taux dans la cour avant des terrains. Et ça, c'est. Considérant qu'un avis de motion a déjà été donné par Alain Brisson lors d'une séance tenue le 2 juin dernier. Considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du 2 juin, une assemblée de consultation publique a eu lieu aujourd'hui. Considérant qu'un second projet de règlement a par la suite été adopté avec son changement conformément à l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors de la séance du 7 juillet, c'est maintenant. Alors, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 951-13. Puis, je vous rappelle rapidement, parle d'abattage d'arbres, parle de reboisement, parle d'implantation des bâtiments à l'intérieur d'un projet intégré. Même chose pour l'implantation d'un bâtiment dans les cours. Et modifie l'article concernant des pentes de terrain pour des bâtiments accessoires. Comment le calcul se fait pour se conformer à ce que la MRC fait. Alors, voilà, c'est proposé. Merci beaucoup. On va passer au règlement maintenant. M. Bousquet, le règlement 955-3, qui a également fait l'objet de la consultation publique de ce soir. Merci. Donc, règlement numéro 955-3, modifiant le règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le guide sur l'identité du cœur villageois, les limites des zones de PIA de 1 à 3, les œuvres d'art et les abris de taux. Considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de modifier son règlement 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la municipalité s'est récemment dotée d'un guide sur l'identité du cœur villageois, notamment dans le but d'améliorer la qualité visuelle et l'apparence extérieure des constructions en visant une harmonisation dans le secteur, d'améliorer la qualité visuelle des aménagements extérieurs et de mettre en valeur le caractère naturel des lieux, de promouvoir un style architectural distinct empreint d'éléments qui caractérisent le secteur et d'assurer une identité propre au cœur villageois,
Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement 955 afin que la planification et l'analyse des projets prévus dans le cœur villageois tiennent compte et s'appuient sur le nouveau guide, considérant que la municipalité entend permettre davantage de projets de construction d'abris d'auto prévus dans la cour avant des terrains et qu'il y a lieu d'assujettir certains de ces projets au règlement 955 afin d'assurer une bonne qualité architecturale, visuelle et d'intégration. Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Diane Boivin lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du 2 juin 2025, considérant qu'une assemblée consultation publique s'est tenue précédemment aujourd'hui, ce soir, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement numéro 955-3. Merci. Merci beaucoup. Et finalement, M. Brisson pour l'adoption du règlement 987. Donc, ce soir, on a beaucoup parlé de notre fameux guide sur l'identité du cœur villageois. Alors, si on veut que le guide en question porte ses effets avant 2 siècles, c'est important à ce moment-là de mettre en place des incitatifs sérieux, considérant que le secteur visé est actuellement largement déjà bâti. Donc, il ne faut pas viser uniquement les futurs bâtiments, mais également ceux en place lors de rénovations importantes. Donc, le règlement 987 relatif à un programme de revitalisation du secteur du cœur villageois qui va remplacer le règlement actuel 909. Alors, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité d'adopter un programme de revitalisation, considérant que la municipalité du canton de Hartford s'est donné comme objectif dans son plan d'urbanisme de créer une identité distinctive et de qualité pour son cœur villageois et d'y développer une identité propre à la municipalité pour ce milieu, considérant que le programme particulier d'urbanisme mentionne l'importance de favoriser par des mesures adéquates l'amélioration de la qualité visuelle des bâtiments et des terrains du cœur villageois, considérant que la municipalité s'est dotée d'un guide sur l'identité du cœur villageois, qu'il y a lieu de reviser le programme de revitalisation existant, et considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Martine Javelat lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin dernier, et considérant qu'un projet de règlement a été déposé lors de la même dite séance le 2 juin, je propose d'adopter le règlement 987, lequel statue et ordonne ce qui suit. Je vais vous résumer ça. Il y a toutes sortes de choses. Il y a un préambule, il y a des terminologies, des définitions. L'importance à l'article 3, l'objectif du règlement. Le règlement vise à accorder des aides financières pour des travaux réalisés dans le secteur du cœur villageois. Il a pour objectif d'améliorer la qualité visuelle et l'apparence extérieure des constructions en visant une harmonisation dans le secteur, d'améliorer la qualité visuelle des aménagements extérieurs et de mettre en valeur le caractère naturel des lieux, de promouvoir un style architectural distinctif, empreint d'éléments qui caractérisent le secteur et d'assurer une identité propre au cœur villageois, d'accélérer la transformation du secteur vers l'image souhaitée, définie par le guide sur l'identité du cœur villageois, et finalement d'augmenter l'offre de locaux commerciaux dans le secteur et d'encourager la conversion d'immeubles résidentiels vers des usages commerciaux ou mixtes. Alors, le territoire visé, c'est celui qui a été démontré par Pascal au début dans la consultation, dans la séance d'information. Le programme se décline en 2 volets, un volet crédit de taxe et un volet subvention. Alors, un projet qui remplit les conditions peut avoir droit au bénéfice des 2 volets. Le crédit de taxe, alors, essentiellement, pour l'admissibilité, il y a différents critères d'admissibilité. Important à noter, c'est que pour être admissible, c'est à la suite de travaux
c'est qu'à la suite de travaux, la réévaluation de l'immeuble a pour effet d'en hausser la valeur d'au moins 50 000 $. Alors, c'est sûr que si ça ne change pas la valeur de l'immeuble, il n'y a pas de gain pour la municipalité. La nature de l'aide financière, c'est 100% de la différence entre le montant de la taxe foncière suite à la modification du rôle d'évaluation. Alors, si un immeuble est évalué à 500 000 et que par la suite, suite aux travaux, il est évalué à 600 000, bon, à ce moment-là, il y aura un crédit de taxe foncière sur la différence de 100 000. La durée du crédit de taxe, ce sera sur 5 années de calendrier, 5 années de taxation. Donc, la première année sera fort probablement une année partielle. Le projet et le crédit va être accordé en cours d'année et ensuite pour 4 autres années complètes. C'est le certificat produit par l'évaluateur agréé de la municipalité pour modifier le rôle d'évaluation à la suite des travaux qui va être le document attestant de l'augmentation de la valeur de l'immeuble. Et si un nouveau rôle d'évaluation survient en cours de route, il n'affectera pas les crédits de taxes qui avaient été convenus. Ensuite, concernant les modalités d'attribution et de versement des crédits de taxes, le crédit de taxe va être crédité directement sur le compte de taxes de l'immeuble concerné. Sur le volet subvention, les travaux qui vont être admissibles au volet subvention, à l'article 10.3, on parle de revêtement métallique d'un toit, donc remplacer des bardeaux d'asphalte ou de bois par un revêtement métallique. L'apparence du bâtiment principal de façon générale, donc pour un total des travaux d'un coût total de 5 000 $ ou plus. Donc là, on parle des matériaux, des revêtements extérieurs, des modifications des couleurs, modifications des façades, remplacement de portes et fenêtres, modernisation d'un toit pour créer une pente, d'ajout de marquise ou balcon. Donc, on change l'apparence du bâtiment. Sera admissible aussi l'installation d'enseignes communes. Alors, si à un endroit, on se retrouve avec plusieurs enseignes qui défigurent le paysage, l'installation d'une enseigne commune est gagnante à ce niveau-là. L'aménagement paysager du terrain, un coût total d'au moins 1 000 $. Des équipements de stationnement de vélos, la fabrication et l'installation d'œuvres d'art extérieures, le raccordement aux réseaux municipaux avec Zéguigou. Il suit évidemment toute une série d'autres conditions d'admissibilité qui devront être rencontrées. La nature de l'aide financière, pour le revêtement d'un toit métallique, on parle de 50 % du coût. Donc, c'est jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour un bâtiment dont l'empreinte au sol est inférieure à 300 mètres carrés. Et plus grand que ça, c'est jusqu'à concurrence de 20 000 $. Pour les revêtements extérieurs, autres que métalliques, d'un bâtiment principal, c'est-à-dire le revêtement extérieur métallique en rénovation et non pas en construction. Alors, on parle de 50 % jusqu'à concurrence de 20 000 $ ou 40 000 $ selon la surface du bâtiment. L'apparence du bâtiment, 50 % jusqu'à concurrence de 15 000 $. L'enseigne commune, 50 % jusqu'à concurrence de 10 000 $. L'aménagement paysager, toujours 50 % jusqu'à concurrence de 15 000 $. Les stationnements de vélos, 50 % jusqu'à concurrence de 2 000 $. Des œuvres d'art, 50 % jusqu'à concurrence de 5 000 $. Et le raccordement aux réseaux municipaux, 50 % jusqu'à concurrence de 25 000 $. Alors, à l'article 12, le programme débute à la date d'entrée en vigueur du règlement et prend fin le 31 décembre 2034. Donc, pour 10 ans. La municipalité se réserve le droit toutefois de mettre fin au règlement n'importe quand sur adoption d'une résolution conséquente.
Et le présent règlement remplace l'ancien règlement, l'actuel règlement 909 relatif à un programme de revitalisation. Et le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la loi. Merci, M. Brisson. On va passer maintenant à la période de questions. À objet limité, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? C'est clair. Il y a des gens maintenant en ligne qui ont des questions. Il n'y a pas de main de levée. Là, on va passer à la levée de la séance avec Mme Boivin. Je propose la levée de la séance. Merci. 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 Au revoir.